Bonjour à tous et puis merci. Je suis honoré de faire cette plénière et je dis déjà un grand bravo parce que initialement j'avais prévu de repartir en fin de matinée, mais en voyant le programme, j'ai décalé mon train jusqu'à la fin de journée, donc parce que vraiment c'était assez riche et dense. L'objectif de cette plénière, de cette session, c'est vraiment de présenter des choses qui sont concrètes, opérationnelles. Donc, peut-être certains d'entre vous connaissent IBM, peut-être certains d'entre vous non. Et puis, j'ai trouvé cette image que je trouve qui illustre bien le contraste entre le rapport de l'homme à la machine, le rapport de l'entreprise à la nouvelle technologie et le rapport en général de l'homme, que ce soit professionnel ou personnel, à l'IA en tant que tel. Donc il y a un décalage, il y a toujours un travail à faire, il y a une conduite du changement à faire. Et on parlait beaucoup de données, mais pour avoir accès à la donnée, il faut de la confiance. Et ça, c'est un mot qui devient de plus en plus prégnant. Confiance pour avoir la donnée, et puis après, la donnée va générer de la confiance pour prendre des décisions. Et c'est justement le topo, le fil rouge de ce que je vais présenter, c'est des résultats de recherche opérationnelle de plusieurs années sur la supply chain. Donc c'est exclusivement centré sur la supply chain. Je vais juste prendre 2 minutes pour présenter IBM, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui situent IBM dans toujours l'historique des grands serveurs. Donc si c'est un PowerPoint, ça peut se lancer. Ouais. Hop. Non, c'est bon. Il faut du son. Peut-être celle-ci. Les smartphones sont intelligents, bien sûr. Vous savez ce qui est intelligent aussi? Développer un assistant virtuel pour rendre les voitures plus intuitives. Analyser chaque heure des téraoctets de données pour optimiser les stocks. Utiliser des algorithmes pour aider le cinéma à créer des films toujours plus ambitieux. Faciliter le travail des astronautes dans l'espace avec l'IA. Et protéger des hackers les distributeurs de billets, les ordinateurs portables, les téléphones et les milliers de comptes que gère ma banque. La technologie intelligente peut empêcher des millions de tonnes de plastique de finir dans l'océan. Concevoir des voyages selon les personnalités ou les préférences des voyageurs. Aider les secouristes à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Suivre des tonnes de marchandises chaque jour. Et un assistant virtuel pour rendre les voitures plus intuitives. Analyser chaque heure des téraoctets. Utiliser des algorithmes pour aider le cinéma à créer des films toujours plus ambitieux. Faciliter le travail des astronautes dans l'espace avec l'IA. Et protéger des hackers les distributeurs de billets, les ordinateurs portables, les téléphones et les milliers de comptes que gère ma banque. La technologie intelligente peut empêcher des millions de tonnes de plastique de finir dans l'océan. Concevoir des voyages selon les personnalités ou les préférences des voyageurs. Aider les secouristes à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Suivre des tonnes de marchandises chaque jour. Et avec la blockchain, je suis sûr de servir à mes clients ce qu'il y a de plus frais et de plus sain. La technologie nous permet de lutter contre les 600 milliards de dollars dépensés par an en faux diamants et autres contrefaçons. Elle permet aux malades d'utiliser l'IA pour contrôler leur diabète, de suivre des milliards de données météo pour permettre aux pilotes d'éviter les turbulences. Elle forme les chiens guides à l'aide d'informations provenant du cloud et prépare mes étudiants aux carrières de demain. Ce qui est plutôt intelligent pour tout le monde. Ça résume bien justement à quoi doit servir la technologie, à quoi doit servir les données et justement tout le travail que fait cet écosystème
qui doit œuvrer en tant que catalyseur pour justement servir ces causes-là. IBM, c'est aussi une supply chain centenaire, parce que c'est une boîte qui a plus de 108 ans, 109 ans maintenant, et donc une supply chain qui a vécu toutes les étapes de transformation depuis 108 ans, et la supply chain avec. Donc, c'est-à-dire des transformations qu'on a connues tous, que ce soit au niveau de l'optimisation, au niveau des analytics, etc. Et des disruptions, des aléas, des grosses claques, des électrochocs. Fukushima en est une. Et c'était une des raisons pour lesquelles on a décidé de commencer à travailler sur de l'application concrète pour dire oui, on fait de la technologie. À l'époque, c'était oui, il y avait des systèmes experts et puis on commençait à en parler et puis faire dériver tout ça vers de l'IA aujourd'hui. Et puis de faire appliquer ça de manière opérationnelle pour des opérationnels de la supply chain pour les aider tous les jours. C'est ça aussi le point. Ce n'est pas juste pour les entreprises en tant que telles. Et c'est devenu justement concret aujourd'hui avec des choses qui sont maintenant opérationnelles depuis 3 ans. Des opérationnels de la supply chain qui ont un assistant, chacun dans son domaine. Un assistant qui est entraîné à la supply chain, qui connaît leur contexte, leur profil, leur métier, les flux, les transactions, et qui est là pour les assister. C'est une concrétisation de ce que c'est l'IA, les données, la classification, analyse et génération de tout ça. Je ne vais pas aller dans ce détail, mais vous reconnaissez un peu tous les patterns de ce que c'est, oui, langage naturel, dialogue, NLU, NLG, etc. Mais derrière ça, il y a tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est classification, tout ce qui est reconnaissance du contexte pour justement devenir un conseiller. Et c'est là où justement le travail a été remarquable, a été reconnu par l'industrie et par le marché. C'est avoir une IA qui devient conseillère. Et là, ça rejoint ce que je disais sur la confiance. Avant d'arriver à ce stade, il y avait un travail qui était laborieux, fait par des équipes, par itération, continuous improvement, pour justement arriver à faire confiance à la décision que l'IA me dit de faire. Ce qu'on appelle le playbook. Donc, vous voyez la question en haut, help me fix this. Est-ce qu'on peut poser une question à une IA et puis faire ce qu'elle nous dit? Oui, il faut du temps, il faut des itérations. Et ça, c'est du changement. Et ça, l'humain n'accepte pas toujours ces aspects-là parce qu'il y a toujours cet aspect boîte noire, mais pourquoi, mais comment, d'où les aspects d'explicabilité de l'IA qui commencent à germer depuis un certain nombre d'années. Et donc derrière tout ça, il y a tout un tas de concepts que vous connaissez bien et que je vais pas détailler ici. Mais les plus importants, c'est d'avoir déjà un corpus, une connaissance du contexte pour après appliquer un raisonnement et avoir un dialogue, une interaction qui puisse avoir du sens. Puis après, déborder sur des outils statistiques, de calcul classiques, d'optimisation, de sous contrainte, etc., pour aider à la prise de décision. Mais c'est toujours le focus, c'est aider l'opérationnel dans son métier de tous les jours. Et dans la supply chain, c'est encore plus prégnant parce que, et c'est un exemple simple de ce que c'est une supply chain pour une entreprise, on voit bien la multiplicité des échanges, des interactions, et ça, je dirais, c'est une PME ou une ETI. Mais la supply chain, c'est encore bien plus complexe que ça. Et si on la simplifie à l'extrême, les opérationnels ont le droit de se poser un certain nombre de questions sur les flux pour faire leur travail tous les jours. Mais ça devient encore plus challengé aujourd'hui par des phénomènes qui sont exogènes, qui vont être tout ce que vous connaissez sous le terme de VUCA, mais qui sont de plus en plus prégnants. Là, le dernier en date, le Corona, on a entendu qu'il y avait pratiquement 50 000 fournisseurs de rang 1 ou direct qui sont dans la zone impactée. Donc ça veut dire pratiquement 90% des entreprises du Fortune 1000 qui sont impactées. Donc voilà, c'est des éléments qui sont là tous les jours, qui s'accentuent et qui font que les opérationnels supply chain ne peuvent pas faire leur travail de la même manière qu'hier. Qu'ils ont besoin d'une assistance, que cette assistance ne peut être fournie qu'à travers une intelligence qui va connaître leur métier et les assister de manière pertinente et opérationnelle. Ce n'est pas de faire le travail à leur place, mais de leur donner ce qu'on appelle des insights. C'est ça, quelque chose qu'ils ne connaissent pas en allant chercher des signaux faibles qui vont être à l'extérieur.
Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre, dans la supply chain, de ne pas réagir vite. Parce que ne pas réagir vite peut arriver tout de suite à des impacts qui peuvent être très lourds, qui se chiffrent en millions. Et on en voit tous les jours des exemples. Que ce soit des ruptures, des défaillances, des attaques, des cyberattaques ou des défaillances IT. Mais c'est toujours le point. Et pourquoi? Parce que la supply chain, c'est l'épine dorsale de l'entreprise. C'est un business s'arrête lorsque la supply chain s'arrête. Donc c'est ça le souci. Comment donc on a vu chez IBM sur l'aspect supply chain, donc je ne vous ai pas parlé de ce que fait IBM dans la recherche, sur l'IA, de manière opérationnelle. Il y a des centres de recherche avec plusieurs milliers de chercheurs qui travaillent tous les jours sur l'IA et qui déposent des brevets, etc. Mais là, on est sur des aspects qui sont purement opérationnels et j'essaie de vous donner un retour d'expérience sur ce qui est appliqué aujourd'hui dans les supply chains mondiales, IBM, Lenovo, Ikea, et qui font que ces entreprises-là deviennent compétitives. Et je fais le lien justement avec la notion de tissu économique local, PME, ETI. Il faut aussi les accompagner avec des nouveaux outils pour qu'ils puissent devenir compétitifs. Et c'est ces nouvelles technologies qui leur permettront de faire ça. Donc, d'un point de vue théorique, c'est de pouvoir aider justement les opérationnels à identifier les signaux faibles qui vont avoir un impact sur la supply chain. Puis après, leur fournir ce qu'on appelle des insights pour pouvoir analyser la situation et prendre plus de confiance lorsque la décision ou l'aide à la décision va être proposée. Et puis, l'action en tant que telle, oui, j'ai l'insight en tant que tel, il faut prendre des actions. Et cette action doit être aussi documentée, doit être aussi étayée, et il faut qu'il y ait un apprentissage pour qu'on ne réinvente pas la roue à chaque situation. Et c'est là où justement la donnée, tous les algorithmes d'IA, de machine learning qui doivent être faits à propos, parce que le but, ce n'est pas à chaque fois de refaire les choses, doivent être faits de manière à répondre de manière pertinente aux opérationnels. Les opérationnels, ce n'est pas des data scientists. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir l'information pertinente pour leur contexte. Et donc là, il y a besoin d'avoir accès à une multitude de données, donc de générer d'abord de la confiance avec cet écosystème pour avoir accès aux données, sinon d'aller la chercher ailleurs, dans les sources qui sont non structurées, et de construire, je dirais, l'effet domino et de savoir quels sont les tenants et les aboutissants qui vont avoir des impacts sur la supply chain. J'ouvre le capot quelquefois sur certains slides pour vous montrer un peu sous le capot comment on va faire ce travail-là. Typiquement, les fournisseurs d'IBM, il y a 12 000. D'accord, 12 000, il faut pour les surveiller, pour surveiller où ils sont. Est-ce que les risques associés sont financiers, sont au niveau de la logistique, au niveau opérationnel, etc. C'est compliqué. Hein, il faut avoir une armée qui fait que ça. Et donc là, une des applications de l'IA, c'est justement d'aller scanner toutes les sources non structurées, qui vont être les news, la météo, les sources qui vont donner des informations financières ou de risques, hein, Resi-Link, LexisNexis, etc. Et de compiler toutes ces informations-là pour pouvoir identifier les impacts que ça va avoir sur un approvisionnement, sur une production, etc., etc. Et c'est ce lien-là, justement, qui est pertinent. Ce n'est pas juste le fait de faire ça pour faire de la technologie, mais il faut que ça ait un sens pour l'opérationnel et aider à prendre une décision tous les jours. Donc c'est, oui, lever la bonne alerte comme il faut pour pouvoir justement identifier l'impact, comme ce qui s'est passé il y a quelques mois en Corée du Sud, les grèves, etc. Oui, ça a un impact sur des flux. Et il faut savoir quel est cet impact-là, le qualifier, le quantifier et aider à prendre ces décisions-là. Et c'est ça qui est important. Et c'est à partir de ce moment-là que les entreprises, que les opérationnels dans les entreprises, que ce soit supply chain, que ce soit finance ou marketing, etc., prennent confiance dans les décisions ou dans les préconisations qui sont fournies par l'IA, parce que ça leur parle. Si ça reste des choses abstraites ou des calculs qui sortent des forecasts et qui ne sont pas forcément vérifiables, il y a toujours un doute. L'être humain, il est comme ça. Donc, j'ouvre le capot, c'est tout ça, cette mécanique-là, elle est faite parce que oui, il y a un travail déjà sous-jacent de pouvoir lier les différents dominos entre eux pour pouvoir construire cette échelle-là et
de répliquer ça, ce qu'on appelle at scale, à l'échelle, appliqué à tous les fournisseurs, à tout l'écosystème, à tous les clients, et de savoir lorsqu'il y a un domino qui tombe, quelles vont être les conséquences et de quelle nature, à quelle échéance et quelles peuvent être les actions que je peux prendre derrière ça. Bon, il y a toujours cette notion d'assistance à l'opérationnel, c'est quelque chose qui doit être valide tous les jours. Donc, la notion de chatbot, mais là aussi, c'est une notion qui est venue des opérationnels, qui est d'avoir une sorte d'assistant, un apprenti à côté d'eux tous les jours, qui s'appelle Watson, et qui est là, qui connaît leur métier, qui connaît leur vocabulaire supply chain, même spécifique à leur industrie, et qui va aller chercher l'information partout pour leur amener cette information sur un plateau. Mais ça aide à prendre la décision. Des décisions qui sont les étapes qui vont être 3 et 4, c'est oui, j'ai des insights, j'ai des calculs qui me disent qu'il va y avoir des problèmes ou j'ai des algorithmes qui donnent des résultats, mais il faut prendre des actions. Ces actions, assez souvent, doivent être prises de manière collégiale. Il faut faire intervenir l'écosystème, les collaborateurs. Et là, on est dans les notions de ce qu'on appelle resolution room. C'est dans la supply chain, et ceux qui connaissent la supply chain, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, il y a toujours des choses à résoudre, plus ou moins graves, mais il faut capitaliser sur ces aspects-là. Et ces resolution rooms, pour ouvrir la parenthèse là-dessus, c'est quelque chose qui est venu du terrain. C'est des millennials qui travaillent dans la supply chain IBM n'avaient pas ça. Et lorsqu'ils avaient des situations de crise sur lesquelles ils devaient collaborer, ils avaient ouvert un WhatsApp. Et ils échangeaient en WhatsApp entre eux pour pouvoir arriver à converger vers une décision, etc. Parce que chacun avait accès aux outils d'analytics, de data viz, etc. Mais il n'y avait pas de notion de collaboration en tant que telle. Et c'est là où justement cette notion de resolution room a germé du terrain, parce que c'est quelque chose qui répondait à un besoin qui était pressant. Mais au-delà de ça, dire ok, l'IA est là pour assister toujours, pour aller ce qu'on appelle un cognitive butler, c'est une sorte de majordome qui nous apporte tout de suite l'information sur une simple question et qui va aller la chercher, que ce soit sur des données de l'entreprise ou des données non structurées, agréger, compiler, tout ça pour donner ce qu'on appelle l'insight, pour aider à prendre la décision. Mais derrière ça, une fois que c'est fini, que c'est résolu, qu'on a rétabli la situation, il faut apprendre de tout ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus pressant, parce qu'on sait très bien que la compétence en supply chain, la compétence comme pour les data scientists, devient de plus en plus critique. Et il y a besoin de capitaliser sur les connaissances, besoin de partager ces connaissances-là, besoin de ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'une situation arrive. On peut faire des algorithmes de forecast, d'optimisation de transport, de calcul de contraintes, etc. Mais ça, c'est nécessaire, c'est opérationnel, etc. Mais il y a besoin aussi d'avoir des applications pour les opérationnels, pour les aider. Et c'est là où la notion de playbook arrive, c'est du machine learning derrière qui scanne toutes les interactions et qui constitue des sortes de fiches de lecture sur la situation. Voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça a été abordé, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a donné du sens, et constituer un playbook par situation, et encore une fois, qui parle aux opérationnels. Et c'est là où justement le pas est à franchir, c'est de pouvoir faire des choses qui sont intelligibles par les opérationnels. C'est valable au marketing, c'est valable dans la finance, et c'est que comme ça que justement l'adoption arrive assez facilement. Donc c'est un point sur lequel je mets beaucoup l'emphase. Bon, je vais essayer de rattraper un peu du retard et je ne vais pas parler trop sur ce slide, mais ça donne un peu quelques détails sur lorsqu'on parle de oui, Resolution Room, qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans et comment ça marche, etc. Vous aurez les slides, vous verrez que voilà, il y a un moteur de raisonnement, et puis il y a la compréhension du langage, génération, et puis il y a aussi débordement sur des outils décisionnels ou de calcul de what if, etc. pour pouvoir justement étayer la prise de décision. Mais tout ça, il faut que ça soit rapide et intelligible pour l'opérationnel. D'accord ? Donc ça, c'est, avant de conclure, c'est vraiment ce que je vois et ce qu'on voit avec les entreprises ou dans l'application de ces applications-là dans la supply chain IBM,
c'est vraiment arriver à démocratiser le savoir à tous les opérationnels de supply chain, aux nouveaux arrivants, et Watson ou l'IA en tant que tel ne va pas prendre sa retraite, ne part pas en congé, alors qu'un opérationnel, lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il est malade, il a démissionné, etc., bah, il part avec une partie du savoir. Et c'est ça aussi un point qui est devenu de plus en plus important. Et puis, bah, de la même manière, hein, c'est de pouvoir avoir des corpus qui s'agrandissent, qui, de toute façon, c'est du continuous learning, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est en amélioration continue. Chez IBM, dans l'équipe système, il y a toujours une vingtaine de personnes qui, tous les jours, donnent des feedbacks à l'IA, qui continuent toujours d'améliorer le corpus, qui continuent toujours d'intégrer des nouveaux événements, des nouveaux raisonnements, etc. C'est quelque chose qui est en continu. Et ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête. Donc pour conclure, c'est oui, la technologie, la donnée, c'est important, mais lorsqu'on parle de partenaires et d'écosystèmes, c'est la confiance. Il y a besoin de cette notion de données qui existe des fois, qu'on peut générer, on met des capteurs IoT, puis on peut générer de la donnée, mais il y a besoin de la confiance pour pouvoir avoir accès à cette donnée-là, d'accord, et justement créer quelque chose qui a du sens pour des opérationnels, et c'est que comme ça que justement on peut accélérer l'adoption de l'IA ou des technologies de manière générale. Voilà pour moi, et merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un? Oui, pardon. Quelqu'un? S'il y a des questions, je ne sais pas combien de temps on a, mais j'ai essayé de faire vite pour justement rattraper le retard. Mais, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Bon, bah, il n'y a pas de questions, donc c'est, ils ne sont pas réveillés encore. Mais justement, vous avez parlé que c'est difficile d'interagir un peu avec les métiers parce qu'ils sont toujours du mal à faire confiance à l'outil. Donc, de votre côté, comment vous faites pour essayer de leur donner de la confiance dans l'outil et un peu, voilà. C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a toujours plein de prismes de lecture qu'on peut prendre pour justement quand on parle d'IA. Il y a l'aspect technocentrique, technologique, etc. Bon, c'est bien, on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a l'aspect conduite du changement, change. On peut faire ce qu'on veut. C'est arrivé depuis le début de l'informatique. On fait des logiciels, on fait des choses, et puis c'est utilisé à 10% par les opérationnels. Et ça, parce qu'il n'y a pas justement cette adéquation avec le métier en tant que tel. Et c'est la même chose pour l'IA de manière générale. Il faut détecter quelles sont les personnes qui, justement, sont motrices là-dessus et les accompagner. Et c'est elles qui deviennent ambassadeurs de ça parce qu'ils s'impliquent, ils trouvent des résultats et justement, ils arrivent à diffuser cette énergie-là dans l'équipe. C'est toujours un projet de conduite du changement que de mettre de l'IA, que ce soit sur du calcul de forecast, sur de l'optimisation de tournée ou sur un calcul d'ordonnancement ou de quoi que ce soit. Il y a besoin d'avoir du changement, de la conduite du changement, parce que sinon, ça sera toujours rejeté. Oui, c'est une boîte noire, je ne fais pas confiance. Moi, je fais confiance à mon historique, à mon expérience, et ça marche comme ça. Prouvez-moi avant que, etc., etc. Donc, ça retarde l'adoption et ça crée un climat de clivage entre l'homme et la technologie. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette image-là. Et ça, c'est important parce que c'est toujours cet aspect, je le vois entre les différences culturelles entre les anglo-saxons et le monde latin. Il y a cet aspect de il faut prouver la technologie, il faut que j'ouvre le capot, que je vois comment les tuyaux sont imbriqués pour que je me dise oui, ça a du sens ou pas. Alors que dans d'autres cas, on fait confiance à l'échec et on teste et on compare et on teste et on compare et puis on commence à construire une confiance comme ça. Et la conduite du changement, elle est juste primordiale. Voilà, c'était toujours la première qui... Mais c'est un petit peu lié, et du coup ça m'a inspiré. Est-ce que vous avez pu expérimenter sur
le fait de confier les décisions entièrement à la machine, parce que là, tel quel, c'est plus un assistant dont on va se nourrir de ce que dit l'assistant pour prendre des décisions nous-mêmes en tant qu'humains. Est-ce qu'il y a des cas de figure où vous vous êtes dit, tiens, ce serait intéressant de voir si on ne perturbe pas la machine, est-ce qu'elle arrive à faire mieux que nous avec nos biais cognitifs? Oui, c'est vrai, mais ça, c'est des étapes de maturité. Donc, c'est vrai qu'il y avait un slide que je n'ai pas mis, c'est que ça, c'est arrivé à travers 4 étapes de maturité. La première, c'est déjà ce qu'on appelle découvrir la donnée. Déjà avoir la vraie version de la vérité. Et ça, la donnée a toujours une version de la vérité qui est dans un ERP, dans un système A, un système B. D'accord ? C'était le premier niveau, c'est de dire, OK, partageons une vraie version de la vérité avec tous les opérationnels. Quel est mon niveau de stock ? Quels sont mes backorders, etc., etc. Le deuxième, c'était de démocratiser le savoir et l'accès au système à n'importe qui. Donc poser des questions qui peuvent paraître simples. La première, aide-moi à régler ça. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ancienneté dans la boîte, sinon il va mobiliser 3 ressources avec des calls, etc. Et vient à côté de moi et comment je gère, etc. Ça, c'est le deuxième. Le troisième niveau, c'est les recommandations. Et donc on voit bien que les recommandations ne viennent pas dès le début. C'est comme avoir, je donne l'image, une sorte de Watson qui entraîne à la supply chain. C'est comme quelqu'un qui est diplômé de Cage. Il va débarquer dans l'entreprise. Ce n'est pas dès la première réunion qu'il va lever le doigt et dire « Ah, ça vous le faites mal, il faut faire comme ci, comme ça ». Il va ingérer les situations, il va prendre de l'expérience, d'accord ? Et au bout d'un certain temps, il va dire « J'ai vu par le passé qu'on a vu des situations qui ont été réglées comme ça et comme ça, comme ça ». Il constitue un savoir et il étaye ses recommandations. Et là, on est dans l'explicabilité de pourquoi je recommande des choses. Ça, c'est la troisième phase. Et la quatrième, pour arriver à votre question, c'est la partie RPA. À partir de là, on a accumulé de l'expérience, on a détecté quelles sont les tâches qui deviennent trop répétitives et pour lesquelles on peut déléguer une décision à la machine. Et c'est là où, justement, c'est toujours des basculements entre 3 et on remonte 4, 3. C'est-à-dire qu'on va basculer des choses à la RPA, des prises de décision, puis on va se rendre compte qu'au final, non, ce n'est pas une bonne chose, et on va la laisser au niveau stade 3. Certaines aussi vont être passées au stade 4, et vont rester dans le stade 4, parce que c'est assez, statistiquement, il n'y a pas beaucoup d'occurrences et ça reste figé. Mais c'est toujours ces étapes de maturité. Assez souvent, on fait trop souvent vite, et on dit oui, on va faire du RPA, on va faire de la recommandation tout de suite, et c'est ce qui justement génère un peu de peur par rapport à l'acceptation en tant que telle. La grosse peur, c'est remplacement. Oui, ça remplace mon boulot. Oui, ce qui est fait par 2 ETP va être fait par un demi-ETP, etc. Mais il faut accompagner des étapes de maturité là-dessus. Ça répond ? Oui. Mais après, j'aurais potentiellement une question complémentaire. Oui. Je sais pas si. Est-ce que vous avez développé une intuition qui se formalise déjà pour savoir, tiens, ça, ce type de problème, ça va être facilement automatisable. Ça va être dur. On va rester à la phase 3. Mais c'est des tests. C'est justement, ça accompagne la notion de test and learn. Test, fail fast. Ça, c'est justement Il n'y a cet pas de aspect. type de problème où on sait ça va être facilement automatisable. Oui, il y a des choses qui se sont construites par l'expérience. C'est là où l'humain aussi et les opérationnels apportent de leur expérience. Ça, je ne veux pas le faire. Et s'il y a quelque chose qu'ils veulent faire à ma place, je suis partant. Et ça, on est donc tous dans nos vies de tous les jours. On a envie de déléguer un certain nombre de tâches à une machine si on arrive à lui faire confiance. Et ça, oui, il y a des patterns qui se dégagent à travers l'expérience. Et les opérationnels aussi formulent une motivation à dire ça, je ne veux pas le faire. Et donc, même lorsque la machine n'est pas complètement adaptée à le faire, oui, il y a de la recherche pour justement que l'algorithme soit spécifiquement adapté et à ce qu'il puisse prendre en main cette tâche-là particulière et qu'il y ait une surveillance particulière, un monitoring particulier jusqu'à ce que ça rentre dans le rang. D'accord ? C'est un peu comme accompagner quelqu'un qui apprend le vélo. Merci. Merci. Il y a d'autres questions, non ? C'est bon.
Du coup, je vais suivre la question que tu viens de faire. Du coup, c'est pas spécifique à la supply chain, mais pour Watson de façon plus globale. Vu que les décisions et les recommandations qui vont être prises sur les décisions faites par les humains au préalable, Ouais. comment est-ce que vous vérifiez que les biais et les décisions sont... Est-ce qu'il y a un autre stade de vérification en fait après les recommandations humaines? Enfin, qu'il n'y a pas de biais particulier dessus. Oui, et le biais, de manière générale, on sait très bien qu'il est là dès le début. Dès la première ligne de code qui est posée, ou dès la modélisation, le biais, il est là. Et donc, il y a toujours besoin d'avoir des feedbacks, d'accord, une rétroaction. Et lorsqu'une recommandation elle est faite sur un historique qui n'est pas toujours parlant, parce que cet historique-là peut comprendre des biais qui sont des mauvaises décisions qui ont été prises là-dessus. Mais c'est toujours la notion de continuous improvement, c'est vraiment par petits pas. On ne veut pas faire des grands pas parce que c'est justement là où on va, je dirais, ne pas faire attention à des biais et qui vont nous amener dans une autre fausse direction. Mais par petits pas, on accepte l'erreur en tant que telle et la recommandation, on accepte qu'elle soit juste à 30, 40%, 50%, et puis au fur et à mesure, rien que les 5% d'amélioration sont déjà une bonne chose. Et ça nécessite de la patience. Parce que c'est là où c'est compliqué pour les opérationnels, c'est que comme nous tous, un peu on est dans l'instantanéité, on veut que les choses se passent tout de suite et qu'on ait les bons résultats. On est tous comme des gamins de 10 ans, on veut que ça soit tout de suite et que ça réponde aux problèmes. Et c'est là où justement il y a un travail à faire. Et je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que les vingtaines de personnes sont toujours là, des opérationnels supply chain, la moitié de leur temps, c'est donner des feedbacks, chacun dans son domaine. La quality testing, la partie forecast, la partie transport, etc. Chacun, tous les jours, sont là pour donner du temps. Donc 40% de leur temps, 50% de leur temps, et à côté de ça, ils font leur travail. Plus de questions? Voilà. Merci.